Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur la 3. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous sportif quotidien du lundi au vendredi à partir de 20h30 sur la 3, bien sûr. Et voici le sommet de la grande team de ce mercredi 4 mars 2026. Au sommaire de ce numéro de la grande team, les brèves sportives d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Atlético de Madrid, Jürgen Klopp annoncé, ça fait le buzz. Éléphant, y a-t-il vraiment un problème d'avant-centre? C'est la question au cœur des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Ngamblé Konaté et sa team. Allez, c'est parti pour 90 minutes d'émission de 20h30 à 22h, bien sûr. Ensemble, nous allons parcourir l'actualité sportive nationale et internationale. Ce soir, la question LGT porte sur le football ivoirien, bien sûr, éléphant. Y a-t-il vraiment un problème d'avant-centre? Vous pouvez donc réagir en direct dans la seconde partie de cette émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. Je rappelle le numéro 27 21 59 93 99. Vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook officielle de la 3. Nous aurons beaucoup de plaisir donc à lire vos différents messages. Vous pouvez également, on va dire, réagir parce qu'on a mis tout simplement cette question-là sur la page Facebook, comme on l'a indiqué il y a quelques instants. Allez, votre émission démarre maintenant et une émission que j'aurai beaucoup de plaisir, bien sûr, à présenter avec un quatuor d'experts. Je commence par Roger Stéphane. Roger, bonsoir. Bonsoir, Ngamblé Konaté. Comment vous allez? Je vais très bien. Et juste à côté de vous, le grand Jean-Philippe Oria. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, Ngamblé. Comment vous allez? Super bien. Salutations chaleureuses à notre grand, on va dire, ex-attaquant, Dago Chal. Bonsoir, Dago. Bonsoir, Ngamblé. Comment vous allez? Ça va, je vais Et puis bien. juste à côté, votre ex-entraîneur en équipe nationale, bien sûr. Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir Konaté, comment tu vas? Merci, ça va Kouadio Georges, et vous? Ça va, merci. Très, très heureux de vous retrouver. Merci. Et là, vous êtes juste à côté de Dago Chal, que vous avez eu en équipe nationale. Ouais, grand À joueur. l'époque. Ouais. Grand joueur, quelqu'un qui prend le ballon et il dribble tous ceux qui passent par devant lui et qui marquent et qui donne à ses partenaires, qui est à l'aise avec le ballon. Malheureusement, aujourd'hui, il ne peut plus courir, mais il faut dire félicitations à toi pour tout ce que tu as pu faire. Coach. En ce moment, le Real de Madrid a besoin de lui. Ah bon? À son âge? Ah bon? Mais malheureusement, Claude Kouadio, je ne m'ai pas connu dans ma jeunesse, donc c'est pas. Maintenant, tu joues au foot ou au basket? Dago, non, j'ai joué au football, j'étais meilleur que Dago Charles. Mais bon, maintenant, Footballeur. Allez, Dago Chal, Roger Stéphane, Jean-Philippe Oria et bien sûr, Kouadio Georges, le décor est planté, nos experts sont prêts. Place maintenant la première marche de notre émission LGT News. C'est parti. LGT News. Handball pour ouvrir les news. Pari réussi de l'étape 3 du GDH à Agny-Billecroux. Agny-Billecroux a accueilli la 3e étape du Gala du handball édition 8. C'était le 1er mars dernier au complexe sportif de ladite localité. Cette fête sportive a réuni 21 équipes de la région en présence de nombreuses personnalités dont le député de Tanguélan, Abdoulaye Nango, le représentant du parrain, Sidibé Mohamed Lamine et bien d'autres. Ces derniers ont suivi avec beaucoup d'admiration les finales tant chez les dames que chez les hommes, respectivement dans les catégories cadettes, juniors et seniors. Nous venons d'assister à un grand gala. Ça a été de belles rencontres. Celui qui organise est fils d'ici, donc c'est un honneur pour nous de le revoir à ce niveau. Et avec lui, tous les nouveaux talents que nous venons de voir. C'est pour cela que c'est avec joie que nous l'avons accompagné. Je voudrais, dans un premier temps, dire merci à GDH qui a bien voulu choisir la ville d'Agny-Billecroux pour ce gala. Ça dénote clairement que dans la ville d'Agny-Billecroux, il y a du potentiel et qu'il suffit juste d'un encadrement pour qu'on puisse avoir véritablement des athlètes ici. Et c'est sur ça qu'on va opter pour ça, pour que désormais, à Agny-Billecroux ici, on trouve des futures handballeuses et des futurs handballeurs. La 3e étape du Gala du handball à Agny-Billecroux a vu la victoire de plusieurs équipes lors des différentes finales. Celle des cadettes a vu les deux formations d'Agny-Billecroux, hommes en gris et dames en bleu, s'incliner devant leurs adversaires venus de Tanda. Génération Miracle chez les hommes en senior a de justesse arraché la victoire à Bondoukou sur le score de 5-4. Il faut dire que ce gala précédé d'une séance de fitness de la matinée a vu les différents participants repartir avec des certificats et des récompenses. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'on a ressenti que les gens
en voulaient cette pratique handballistique et qui leur manquait depuis longtemps. Alors nous encourageons les autorités de la ville à poursuivre ce que nous sommes venus faire et à partir de ces actions, ces différentes actions que nous menons, nous invitons toutes les autorités de Côte d'Ivoire à nous accompagner dans ce processus de développement du sport, d'occupation de la jeunesse et de promotion de la gente féminine. IFBB Equinox International. Le spectacle était au rendez-vous. Muscles bandés, regards concentrés. La deuxième édition de IFBB Miss et Mister Equinox International a offert un spectacle intense le week-end dernier au Palais de la Culture de Trècheville. Une compétition de haut niveau ouverte aux hommes et aux femmes en excellentes conditions physiques, venus de plusieurs pays pour démontrer leur puissance et leur esthétique corporelle, fruit de longues heures d'entraînement et de discipline. Men's Physique Bodybuilding, Powerlifting ou encore Fitness Women Model, les catégories en compétition ont offert un spectacle apprécié du public. Face à un panel d'experts composé de références mondiales, du bodybuilding dont Mario Valero, président de IFBB France, et Michael de Souza, responsable des juges français, les athlètes ont évalué selon la présentation scénique, la symétrie musculaire, la posture et la qualité du posing. Après le succès de cette édition, d'autres grandes compétitions sont déjà annoncées en haltérophilie et en strongman, confirmant la montée en puissance des sports de force en Côte d'Ivoire. Le mot me manque pour exprimer ma joie pour cette première prix dans ma catégorie wellness. Je suis vraiment heureux, c'est un sentiment de joie qui m'anime. J'ai donné le meilleur de moi-même, ça fait des mois et des mois qu'on prépare cette compétition-là. Aujourd'hui, on est récompensé. Donc je tiens déjà à dire merci au président de la fédération et à toute son équipe. On y va pour le débrief des news et on va commencer donc par Cristiano Ronaldo CR7 qui est indisponible en ce moment, n'est-ce pas, Dagochal? Oui, c'est juste une légère cause de blessures. Non, mais d'abord, réalisons qu'il est âgé, hein, ça il faut le dire. Et c'est déjà, je dis, c'est quelque chose de très fort déjà qu'il réalise qu'à cet âge-là, il joue encore au plus haut niveau. Et puis voilà, il y a la fatigue des dents, il y a plein de choses. Et donc, c'est juste une légère blessure. Il faut reconnaître quand même que ce garçon-là, il a eu beaucoup plus de chance dans la vie hein, de ce grand footballeur qu'il est. Il n'a pas connu les grosses blessures. Hein. Je parle des chevilles, de véritables chevilles comme celle de Marco Van Basten ou des ligaments croisés ou autres. Non, il a été épargné par tout ça, mais là, c'est une blessure vraiment due, à mon sens, à la fatigue. Les ischio-jambiers, en général, on en a pour 1 semaine, 2 semaines, tout au plus. Et surtout qu'en Arabie Saoudite, il y a vraiment des grands spécialistes en médecine du sport là-bas. Et je pense que d'ici 2 semaines, bon, il sera sur pied. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. On espère donc le retour hein, de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est quand même plus de 700 buts en carrière et 300, on va dire 11 buts avec le Real Madrid. La Maison Blanche qui est en difficulté en ce moment, n'est-ce pas, Jean-Philippe Poria? 700 buts, là, au moins 900 buts. Hein. On entend d'aller vers les 1000 buts. Oui, mais j'ai dit plus de 700 buts. Oui, donc, mais vous avez minimalisé encore les scores Mais c'est Pelé qui est le meilleur. Non, excusez. C'est Pelé qui est le meilleur. C'est un autre débat. Ah. Alors, donc on va discipliner le débat, s'il vous plaît, parce que je vous rappelle que j'ai 2 cartons ici. Un de couleur jaune, l'autre de couleur rouge, 2 jaunes fond rouge. Donc, s'il vous plaît, messieurs, c'est Jean-Philippe Oria qui a la parole pour le moment. Merci. Donc, je pensais que vous aviez donné un carton jaune à Non, bon, pour moi, c'est un avertissement. Pour parler du Real Madrid, il faut dire qu'actuellement, la situation n'est pas du tout bonne du côté du club de la capitale espagnole. Il faut dire qu'ils se sont compliqués un peu eux-mêmes leur saison. Avec le départ du coach Xabi Alonso, il était arrivé à la suite de Carlo Ancelotti après une saison difficile. On s'est dit que c'était un nouvel entraîneur jeune qui a récemment évolué dans cette maison, qui connaissait bien la maison, qui connaissait l'esprit. Il y a retrouvé même certains anciens coéquipiers qui sont encore sur le terrain, comme Carvajal. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé avec la nouvelle génération. Contestation dès l'entame de sa prise de pouvoir, avec la remise en question d'un garçon comme Valverde, la remise en question d'un garçon comme Vinicius, et la remise en question d'un garçon comme Rodrigo. Et ce n'a pas plu du tout aux Sud-Américains qui semblent s'être coalisés contre l'entraîneur. Et malheureusement, les joueurs n'arrivaient pas à assimiler les consignes du coach. Ça a créé un ras-le-bol à son niveau parce qu'il a estimé qu'il n'était pas suffisamment soutenu
par les dirigeants du Real Madrid et il a démissionné. À sa démission, je pense que le board savait pertinemment qu'il allait leur être difficile, voire impossible, de retrouver sur le marché un très grand entraîneur, un entraîneur d'une très grande stature. Ils ont voulu tout simplement combler avec, je dirais, quelqu'un de la maison, comme ils l'ont fait avec Zinedine Zidane. Au départ de Rafael Benitez. Okay. Et Zidane avait enchaîné avec 3 Ligues des Champions. Ils se sont dit, bon, en essayant avec quelqu'un de la maison, peut-être que ça pouvait marcher. Mais sauf que pour l'instant, la voiture se passe mal au niveau du championnat. Mais pas pour l'instant au niveau de la Ligue des Champions. Le Real est toujours en course. Arbeloa, après avoir eu un petit moment de grâce qui avait permis au club de revenir à la tête de la Liga sur les 2 dernières sorties, l'équipe a déchanté. Et aujourd'hui, elle se retrouve à 4 points du FC Barcelone, à quelques journées de la fin de la saison. On se dit que ça risque de ne pas passer. Et malheureusement, quand l'équipe est dans ce genre de circonstances, on ne peut que s'interroger sur la capacité de l'entraîneur à pouvoir continuer à diriger le groupe. Et c'est normal que les voix s'élèvent. Merci infiniment Jean-Philippe Oria. On va donner la parole juste après à Roger Stéphane et puis coach Kwadjo Georges. Mais on va marquer une petite pause publicité et puis on se retrouve juste après. Et d'habitude, c'est toujours l'entraîneur qui est le premier à payer, donc le prix quand ça ne va pas surtout. Kwadjo Georges, c'est le fusible à sauter. C'est cela. Allez, c'était le débrief des LGT News. On reste toujours en Espagne, bien sûr, pour parler de l'autre club, donc de la capitale Atlético de Madrid qui fait le buzz en ce moment. Jürgen Klopp qui a tout gagné avec Liverpool entre 2015 et 2024, bien sûr, n'a plus entraîné depuis 2 ans. Il serait donc aujourd'hui annoncé du côté de l'Atlético de Madrid. Place donc à cette information dont nous allons parler certainement dans on va dire dans ce qui fait le buzz en ce moment, bien sûr. Alors, bien sûr, dites-nous comment vous réagissez donc à cette information de Jürgen Klopp qui a annoncé. Bon, on attend de voir. Il s'agit quoi de... Bon, enfin, c'est des spéculations. Il semble qu'il est annoncé à l'Atlético de Madrid, il semble qu'il y ait des discussions, mais le Real de Madrid n'est pas loin non plus, très loin non plus, parce qu'Abeloa aussi est en train d'aller vers la sortie. Donc on attend de voir. Mais est-ce que Klopp sera, il aura les cartes à l'Atlético de Madrid qu'il avait par exemple à Liverpool? Parce qu'à l'Atlético de Madrid, on ne fait pas de folie en termes de recrutement. On a un certain profil. Est-ce qu'il va avoir les cartes en main? Je ne sais pas trop, mais on attend de voir ce que ça. Dans tous les cas, c'est un très bon entraîneur. Maintenant, il y a une légende là-bas, sur le banc de touche de cette équipe de l'Atlético. C'est Diego Simeone qui est là-bas, je crois, depuis 2011. Est-ce que lui aussi, on va le laisser partir dans le contexte actuel? Je ne sais pas trop. Bon, c'est les spéculations d'attend, mais j'avoue que à l'Atlético de Madrid, ça ne va pas être la même réalité pour Jürgen Klopp sur le contexte et l'environnement qu'il avait du côté de Liverpool, où il avait des joueurs énormes et où il avait une ardoise financière qui ne pouvait pas lui permettre de faire des folies en termes de recrutement. Et pour mieux répondre donc à vos interrogations, on va donc suivre cet élément vidéo qui nous est proposé donc par la rédaction. Le technicien allemand qui a tout gagné avec Liverpool entre 2015 et 2024 est annoncé donc du côté des Colchoneros, on va dire l'Atlético de Madrid. Voilà, c'est les surnoms bien sûr. Alors coach, dites-nous, est-ce que vous pensez que on va dire Jürgen Klopp est le remplaçant idéal de Diego Simeone? Je pense que voilà un entraîneur de qualité qui est poursuivi par plusieurs clubs. Le Real de Madrid peut-être n'a pas dit son dernier mot. Et aussi, c'est un entraîneur de qualité et donc il peut remplacer carrément Diego Simeone sans aucun problème. Il a les qualités, il a le coffre pour et puis il a le bagage qu'il faut pour remplacer cet entraîneur. Mais sauf que aujourd'hui, rien n'est encore signé. Ce sont des spéculations, c'est des choses qui sortent d'ici par certains journalistes. Je pense qu'il faut laisser la saison se terminer pour voir réellement où il va déposer son baluchon. Jean-Philippe Oria, on sait qu'il a gagné tout, pratiquement tout avec Liverpool en 2015 et 2024. Il a fait revenir Liverpool donc, au sommet du football anglais et même européen. Est-ce que vous le voyez réussir à l'Atlético aussi, éventuellement, il trouve un accord avec cette équipe? S'il trouve un accord avec cette équipe, ce serait tout simplement dans la droite ligne de ce qu'il a toujours réalisé. L'élément l'a dit. Il a dit, je suis pas allé au bench, je suis parti à Dortmund, je ne suis pas parti à City, je suis parti plutôt à Liverpool. C'est un entraîneur qui aime les challenges et c'est un entraîneur qui aime entraîner des équipes qui ont pratiquement le même profil psychologique que sa personne. On sait que les matelassés, c'est-à-dire les joueurs de l'Atlético comme leurs supporters,
ils ont cet esprit guerrier de ne rien lâcher, de se battre sur toutes les balles. Et surtout, c'est une équipe qui sait souffrir. Liverpool savait souffrir sous Jürgen Klopp en s'imposant. Dortmund savait souffrir en s'imposant. Donc, il a besoin d'avoir des hommes avec lesquels il pourrait partir au combat. Au Real Madrid, ce n'est pas le même profil de joueur. Au Real Madrid, les joueurs du Real sont des joueurs qui excusez-moi le terme, qui adorent être biberonnés. Certes, ils veulent un entraîneur qui a la poigne, mais ils aiment les entraîneurs paternalistes. Ils en ont eu avec Vicente Del Bosque, à l'époque des Espagnols, avec Raúl Blanco et autres. Ils en ont eu avec Carlo Ancelotti. Ils en ont eu également avec Zinedine Zidane. Des entraîneurs à l'écoute, des entraîneurs paternalistes, des entraîneurs qui sont prêts tout simplement à les caresser un peu dans le sens du poil. Et ceux qui ont eu, je dirais, un caractère trempé, ça n'a pas toujours marché. On a vu avec José Mourinho, on a vu également avec Rafael Benitez, on a vu avec Xabi Alonso. Donc, il regarde, il analyse, il fait une analyse psychologique de l'équipe, de l'environnement, et il décide que s'il doit aller en Espagne, vu que son rêve avait toujours été d'entraîner le FC Barcelone, et que ce serait beaucoup plus facile pour lui de passer de l'Atlético de Madrid à Barcelone un jour, plutôt que du Real Madrid à Barcelone en tant qu'entraîneur, je pense qu'il fait tous ses calculs également, il préfère partir du côté de l'Atlético. Maintenant, c'est au Real Madrid de pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, très bien analyser la problématique du profil de l'entraîneur et se choisir un coach qui cadre avec l'esprit et l'environnement de cette équipe. Il avait donc pris du recul depuis 2024 parce qu'il n'entraînait plus donc, au sein d'une sélection, encore moins un club en Europe. Et il a décidé donc de revenir. Est-ce que ce retour-là sur un banc est finalement une bonne nouvelle pour le football? En tout cas, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que voilà ce qu'il nous a montré déjà avec Liverpool augure des lendemains meilleurs avec Atlético. Du côté du championnat espagnol, on a toujours deux équipes. On a le Barça, on a le Real. Avec son arrivée, je suis convaincu qu'on aura maintenant deux équipes et demie. Oui, parce que longtemps, cette équipe d'Atlético est restée toujours en dedans, toujours restée à la 3e place. Elle n'est jamais allée jusqu'au sommet, véritablement pour titiller ces deux grandes équipes-là. Et donc, je suis convaincu qu'avec lui, c'est sûr que cette équipe-là va jouer un peu plus l'offensive qu'avec Diego Simeone, qui lui, franchement, elle est beaucoup plus dans les duels, dans les combats et autres, que beaucoup moins dans le jeu un peu fringant. Alors qu'avec lui, Liverpool a vraiment su concilier ces deux types de football-là. Et donc, pour moi, ce serait vraiment une très bonne trouvaille pour cette équipe d'Atlético de Madrid de recruter cet entraîneur-là. Mais après, il faudra lui qu'on lui donne suffisamment de temps. Hein, parce que là, lui, il a eu suffisamment de temps avec Liverpool pour construire et bâtir une équipe. C'est ça. Ça, c'est très important parce que c'est l'une des grandes forces dont dispose l'entraîneur du côté de l'Angleterre, contrairement aux autres championnats. Voilà ce que je voulais souligner. Alors, le Real Madrid est à la recherche d'un entraîneur. Roger Stéphane, est-ce que vous ne pensez pas que... C'est possible. Voilà, son non, c'est possible. C'est possible. C'est le plus offrant qui va l'emporter. C'est vrai qu'une certaine presse annonce des discussions avec les responsables de l'Atlético de Madrid, mais tout ça, c'est au compte encore des spéculations. Le Real de Madrid a beaucoup d'argent, a des grands moyens. Le Real de Madrid a réussi par moments à faire des folies, on ne peut pas se le cacher. Donc oui, ils sont capables de chipper Jürgen Klopp au nez à la barbe de l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, ils le font très souvent au grand rival interne du côté de Madrid. Donc c'est possible. En plus, c'est un grand coach. Oui, il a de la qualité. Mais sur l'affaire de l'Atlético de Madrid, j'avoue que je suis un peu dubitatif. Parce que quand même à Liverpool, il a un effectif pour faire ce qu'il a réalisé à Liverpool. Vous avez Alisson Becker, Alexander Arnold dans le couloir droit, Van Dijk, vous avez Mané, vous avez Salah, vous avez Firmino et autres. Il y avait vraiment une équipe de Liverpool qui était taillée sur mesure avec de grands moyens, de grands joueurs pour réaliser ce qu'il a fait. Est-ce qu'il aura la même capacité du côté de l'Atlético de Madrid? À Madrid, on ne fait pas de grandes folies en termes de recrutement. On recrute juste et intelligent et on a un profil de jeu. Sur le Simone, quand il recrute, comme vous l'avez dit, des matelassiers, des ouvriers qui défendent et qui comptent. Si Klopp vient, il va recruter un profil de joueur plus offensif. Donc, il va avoir un grand changement et dans la façon de jouer même de l'équipe. Bon, est-ce qu'il va réussir? On ne sait pas encore, on se pose des questions. Mais j'avoue que j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer avec cette affaire de l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, à mon avis, ne fait pas de folie. Ça, je le dis encore. Maintenant, sait-on jamais. Si le club a envie
Parce qu'il y a longtemps quand même qu'en Espagne, ils sont dominés par le Real et le Barça. On n'entend plus parler de Vitamin, ils ne gagnent plus rien. S'ils ont envie, ils vont claquer les moyens, on verra. Mais moi, j'avoue que j'attends de voir, sans oublier qu'à côté, il y a l'équipe du Real de Madrid qui n'a pas encore dit son dernier mot et qui est capable de chipper celui qui était, il y a quelques années, le meilleur entraîneur sur Mané-Touche. Merci infiniment, Roger. Alors, coach, on va certainement prendre votre avis pour juger notre entraîneur. On connaît la forte personnalité donc, de cet entraîneur allemand, la Jürgen Klopp. Voyez-vous réussir Jürgen Klopp à, on va dire, au Real Madrid ou à l'Atlético? Laquelle des équipes convient bien donc à sa personnalité et à son style de jeu? Ben, ce que l'élément vient de nous dire, c'est que c'était à l'Atlético où il voulait bien partir. Mais il peut avoir un projet de jeu et il peut avoir un projet pour lui au Real de Madrid qui va peut-être l'amener à changer d'avis. Parce que c'est un grand entraîneur qui peut s'adapter au grand club. Et le Real de Madrid a besoin des entraîneurs comme celui-là qui a du caractère et qui sait façonner les joueurs et avoir des résultats. Donc, mais le Real joue seulement que pour des résultats. Et lui, il est fait pour les résultats. Donc, pour moi, je pense qu'il est taillé pour être au Real de Madrid. Très bien. Un dernier mot sur ce sujet-là. Moi, je pense que Roger Stéphane se trompe un peu. Peut-être qu'il parle d'un autre Atlético de Madrid sur les transferts et leur capacité à pouvoir acheter des joueurs à plusieurs millions d'euros. Joao Félix était acheté à 120 millions d'euros. Donc, ça a été un échec. Ils ont la... Non, il ne s'agit pas. Il n'a pas la même adresse que le Real de Madrid. Le Real de Madrid fait plus de folie que l'Atlético de Madrid. Alors, s'il vous plaît, c'est Jean-Philippe Boria. Voilà, quand il parle, on n'interrompt pas. Mais vas-y, Jean-Philippe Boria, je suis là pour veiller au respect de la discipline. Ils ont acheté Joao Félix à 120 millions d'euros. Ils ont fait venir le petit attaquant argentin de Manchester City, dont j'oublie le nom, l'année dernière à plus de 80 millions d'euros. Donc, ils achètent des moyens. Ils ont les moyens. Donc, ce n'est pas un problème. Quand il parle de l'effectif taillé de Liverpool, je ne connais aucun joueur à Liverpool que le club a acheté plus de 100 millions d'euros. S'il a un nom, qu'il le dise. Donc, c'est un entraîneur qui sait développer aussi les joueurs. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que c'est lui qui a donné de la valeur à ces garçons à Liverpool et ils ont commencé à coûter excessivement cher. Il y a deux éléments qui peuvent expliquer le choix de venir à Liverpool. Il y a d'abord cette capacité financière et cette capacité à pouvoir monter des équipes avec des joueurs qui ont la grinta. Et il y a surtout pour lui, je dirais, le fait de devenir le premier entraîneur à pouvoir permettre à cette équipe de l'Atlético Madrid à remporter la Ligue des Champions. Il préfère rentrer dans l'histoire d'un club que d'écrire l'histoire. Quand il venait à Liverpool, ça faisait plus de 30 ans, je crois, que Liverpool n'avait plus remporté un titre de champion d'Angleterre. Il est arrivé, il a réussi cela, il est rentré dans le cœur des supporters de Liverpool. C'est un coach des challenges. Il sait qu'il est plus facile de motiver des joueurs qui ont faim, de motiver toute une équipe, un environnement qui a faim, comme l'entraîneur du PSG l'a fait avec le Paris Saint-Germain pour remporter la Ligue des Champions, que d'aller dans un club où beaucoup de joueurs sont rassasiés, c'est-à-dire le Real Madrid. Si Valverde a au moins 4 Ligues des Champions, Vinicius a au moins 2, bon, comment est-ce qu'on motive ces garçons par rapport à des joueurs de l'Atlético de Madrid qui ont envie d'écrire l'histoire? Donc je pense que ce sont des éléments sur lesquels ils pensent pouvoir jouer psychologiquement pour obtenir ce qu'ils veulent. Allez, Jürgen Klopp, on va dire, entraîneur de Liverpool qui fait le buzz en ce moment parce qu'il est tout simplement annoncé du côté de l'Atlético de Madrid, mais le Real de Madrid n'a pas également dit son dernier mot. C'était donc, on va dire, le buzz. Hein. Donc, on va passer certainement maintenant aux statistiques du jour. Allez, première statistique, 35, selon le président de la Ligue de football professionnel, sur 55 jeunes joueurs ivoiriens présélectionnés pour la CAN U17, seulement 20 ont réussi le test IRM, 35 donc ont été recalés. Et puis vous avez 7 avec 7 réalisations. Marius Mwandi Madji, voilà, on va y arriver, est actuellement le meilleur buteur de l'Europa League, Conference League, l'Europa Conference League, bien sûr. Cette saison, l'attaquant tchadien comptabilise 14 buts et 2 passes décisives en 38 matchs avec Samsun Sport. En Turquie, 10. Le jeune attaquant de la SEC Moussa, Souleymane Fofana, est le meilleur buteur actuel de la Ligue ivoirienne avec 10 réalisations. Voici donc les différentes statistiques du jeu. Merci, on va donc réagir sur ces différentes stats-là, surtout concernant Souleymane, qui est l'une des plus grandes sensations du championnat cette saison. Que pensez-vous de ces performances, Roger Stéphane? Alors, sur les joueurs recalés par rapport au test IRM, bon, écoutez... tu préfères d'abord réagir sur cette... Où m'envoyez où? Non, Souleymane, l'attaquant, la SEC Mimosa. Bon, écoutez, je crois qu'il a 10 buts.
mais il a 11 buts, toutes compétitions confondues, parce que je crois qu'il a marqué un but en Coupe d'Afrique. Bon, c'est un pur produit de l'académie de la SEC Mimosa, un pur produit. Il a été formé là-bas. Passeur, buteur, garçon athlétique, technique, oui. Il porte en ce moment cette équipe de la SEC Mimosa qui est leader du championnat avec, je crois, avec 40 points. C'est un bon joueur, mais qui est dans la lignée de ce que l'Académie nous a toujours produit depuis un certain moment. Il n'y a pas longtemps, Konaté Karim, qui a fait 6 ans de formation à l'Académie, était sorti de Denis, l'un des meilleurs attaquants de notre championnat. Aujourd'hui, il y a un garçon qui suit ses traces. Bon, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, un joueur modeste, intéressant, bien peu à l'image de notre championnat, qui est un bon petit championnat modeste. Maintenant, on attend de voir la suite des événements. Est-ce qu'il va réussir à conduire cette équipe de la SEC Mimosa jusqu'au titre de champion de Côte d'Ivoire? Les jeunes noirs sont bien partis parce que le football club est en train de caler un peu sur ce match en retard. Donc bravo, félicitations à ce garçon. C'est la SEC Mimosa, c'est le meilleur club, c'est le plus riche, qui a plus de moyens, qui recrute bien, un peu comme les grands clubs européens que sont le Real de Madrid, le Liverpool et autres. Donc bravo à ce garçon. Maintenant, il faut confirmer. L'inquiétude, c'est que quand vous avez ce type de joueur, et c'est l'une des plaies de notre football local, il brille une saison et la saison qui suit, il part. Est-ce que c'est ce qui va arriver encore avec ce garçon et avec la SEC Mimosa? Attends de voir, mais on se réjouit de voir que il y a de bons avant-centres encore au niveau de notre championnat local. Et c'est très bien pour le petit Souleymane Fofana qui fait une très très belle saison en ce moment avec l'équipe de la SEC Mimosa. Alors Dago Charles, certains estiment qu'avec ces performances-là, le garçon devrait être appelé par MS lors de la prochaine fenêtre. Est-ce que c'est votre avis également? C'est trop demandé. Vous savez, j'aime pas trop interagir, sinon donner une appréciation sur les choix des sélectionneurs, parce que pour moi, c'est à lui seul, il appartient à lui seul de faire les choix des joueurs dont il a besoin. Voilà, donc je ne veux vraiment pas revenir là-dessus. Moi, je voudrais plutôt apprécier ce garçon dans ses déplacements. J'ai assisté à 2 de ses matchs, au-delà des buts, parce que tu peux marquer des buts. Hein. Parce que ce qui est un peu... moi, ce qui me gêne un peu, chez certains de nos confrères, c'est se limiter au but d'un avant-centre. Mais après, on ne regarde pas l'avant-centre sans le ballon, avec le ballon. Et là, ce garçon, il n'est pas véritablement avant-centre. Il est dans une position numéro 10. Et très souvent, il crée les brèches pour ses coéquipiers. Je crois qu'avec lui, il y a un autre aussi qui a 9 buts. Parce qu'il permet vraiment à cette équipe de la SEC de Mimosa d'avoir beaucoup d'ouverture dans les différentes surfaces de réparation. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir au niveau du jeu de ce garçon-là. Parce que là, savoir jouer sans le ballon, franchement, c'est faire preuve d'une certaine intelligence et qui manque beaucoup dans notre championnat. Tout le monde joue lorsque... La plupart des joueurs ivoiriens, quand on va assister au match, c'est lorsqu'ils ont le ballon qu'ils jouent. Alors que ce garçon-là, il arrive à jouer franchement sans le ballon. Et ça, c'est une qualité exceptionnelle. Donc, je pense qu'il a encore du temps devant lui pour véritablement progresser. Et quand c'est comme ça, généralement, même quand ton coéquipier va dans le ballon, tu joues tellement bien que le ballon finit par te retrouver dans les jambes. C'est toi qui marques. C'est ce qui explique un peu ce nombre de buts que ce garçon-là marque. En tout cas, très bon footballeur, intelligent. Alors, coach, on va toujours rester donc au football. Alors, selon le président de la Ligue de football professionnel, Salif Vitogo, sur 55 jeunes joueurs ivoiriens présélectionnés pour la CAN U17, seulement 20 ont réussi le test IRM. Ça veut dire que 35 ont été récalés, on a donné les chiffres. Comment vous expliquez donc ce phénomène de fraude, surtout dans le football ivoirien? Ce n'est pas typique, ce n'est pas propre au football ivoirien? Non, ce n'est pas propre aux Ivoiriens. Même en Amérique du Sud, les gens... par moments triche. Mais je ne veux pas ériger ça en règle chez nous. Il faut qu'on fasse l'effort pour que les jeunes jouent à leur âge. Et ça, c'est très important. Et là, il faudrait que ça soit au niveau des fédérations, je dis des fédérations, qui aient un bon rapport avec les écoles. Parce que quand vous avez des garçons de U17, je dis que U17 est passé par U15, U16 avant d'arriver à U17. Et là, obligatoirement, ils doivent être à l'école. Et donc, si les centres de formation peuvent signer des protocoles avec des équipes, les centres avec des écoles, alors ces garçons-là vont aller à l'école et ils vont jouer. Et avec une carte qui pourrait les identifier, on peut avoir des jeunes à l'âge. Mais quand des jeunes sont déscolarisés, ils arrivent, il y a certains qui ont un passeport
de 22 ans et ils jouent dans un club où ils ont 15 ans. Vous êtes entraîneur, vous savez de quoi vous parlez exactement? Je sais de quoi je parle. Ça fait 40 ans que je suis dans le football ivoirien. Ça fait près de 30 ans que je suis entraîneur sans arrêt. Donc, je sais de quoi je parle. Et donc, ce pays-là doit pouvoir gérer ce problème. On a vu avec les lignes Lamté ici, à l'époque, qu'ils sont allés, ils ont gagné des championnats du monde, des cadets, et ils arrivent en Europe, ils s'essuient les rotules, ils ne peuvent plus courir, et les rotules sont rongées parce qu'ils sont d'un certain âge. Donc, pour moi, il faut voir comment amener les jeunes gens de l'école au sport et avoir une certaine passerelle. Et si on a cette passerelle-là, on peut les suivre. Il peut y avoir un suivi. Mais tant qu'on n'a pas cette passerelle et pouvoir suivre les jeunes gens, il va s'en dire que ça va être difficile de pouvoir... L'IRM, même, je pense, sur les 20 joueurs qui ont été... les 35 joueurs qui ont été recalés, oui. Je suis sûr que les 20 qui ont été retenus, il y a encore des joueurs qu'on peut recaler dedans. Vous vous rendez compte? Ils ont érigé la triche en valeur. Et ce n'est pas bon. Merci, coach. Alors, Jean-Philippe Oria, quelle solution préconisez-vous pour endiguer ce fléau? Mais le problème de la fraude sur l'âge est un problème lié à l'état civil d'un pays. Donc, ça va même au-delà, je dirais, de la signature d'une convention avec un pan de l'État de Côte d'Ivoire. On arrive à frauder à partir du moment où, quand un parent envoie un joueur qui a du talent, un entraîneur, un encadreur, un formateur arrive à dire « Ah, quel âge tu as ?» L'enfant lui dit, par exemple, « J'ai 15 ans ». Il lui dit « Non, je veux que tu joues avec 12 ans ». Et il a la possibilité d'aller trouver une mairie dans un petit endroit de la Côte d'Ivoire pour aller écraser les données anciennes de l'enfant et faire sortir un nouvel état civil. Mais on voit cet acte simplement parce que l'enfant va pratiquer une activité qui devrait lui permettre à terme de pouvoir devenir professionnel et sortir peut-être ses parents, entre guillemets, de la pauvreté. Mais cet acte-là a une répercussion sur l'état civil d'un pays. Donc, pour moi, je dis que comme on appelle le problème de l'état civil, même le problème de la fraude sur l'âge, ça doit être un problème qui doit être pris à bras le corps par les décideurs du pays pour qu'il y ait une pénalisation beaucoup plus accrue en termes je dirais, de sanctions vis-à-vis de tous les tenants des actes civils qui s'adonnent à ce genre de choses. Ça, c'est pour moi d'abord la première des choses à faire. Si on pénalise, si on sanctionne lourdement des personnes qui s'adonnent à ça au niveau des mairies et autres, vous allez voir que ça va commencer à diminuer et ça va commencer à s'éradiquer. Je pense qu'à l'avènement de la colonie de Côte d'Ivoire, c'est vrai, les gens naissaient, ils naissaient dans des villages. On a vu nos parents, la plupart sont nés verts, on n'arrivait pas à établir véritablement leur date de naissance. En 1960, avec l'indépendance, il y a eu une volonté de mettre en place un état civil sur l'ensemble du territoire national, mais nous sommes en 2026. On ne peut pas continuer à avoir un état civil qui peut être manipulé comme on le souhaite, comme on appelle n'importe comment, parce qu'on veut tolérer certaines choses pour une classe de personnes. Donc pour moi, c'est d'abord là-bas qu'il faut taper. Si là-bas est réglé, que déjà il y a l'impossibilité à une personne de pouvoir venir changer, je dirais, son âge, mais vous allez voir que tout le monde va rentrer dans l'erreur. Roger Stéphane, c'est une question qui vous intéresse? Non, c'est-à-dire que c'est une question qui dépasse le simple cadre des jeunes joueurs que nous voyons là. Ah ben oui, parce qu'il pose le problème de l'administration qui est réel. Ensuite, les recruteurs, ils sont très regardants sur l'âge, ils peuvent faire prendre les joueurs qui sont jeunes. Donc évidemment, autour de ça, tous ceux qui travaillent dans la formation des joueurs, on travaille sur l'âge, on préfère diminuer l'âge du garçon pour lui donner plus de chance, pour lui donner plus de temps pour évoluer, que ce soit les formateurs, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les dirigeants des clubs, et bien tout le monde est dans la chaîne et c'est un problème qui est réel. Il y a 2 ans, je crois, il y a un ancien international sénégalais qui avait fait une déclaration dans laquelle il disait à 99%, la plupart des joueurs africains ont diminué leur âge. C'est un vrai fléau. Qui sont nés en Afrique. Voilà, en Afrique, c'est un vrai fléau
c'est assez difficile. J'ai pas je regarde, j'ai pas vraiment la solution parce que ça va bien au-delà de la volonté des uns des autres. C'est un système, c'est le système qui fait que, bon, on y est. Je vois Dago Charles qui me regarde, le sourit. Si on va fuir à leur époque, les réductions d'âge là-bas, ça va être terrible. Ça va être terrible, hein? En fait, maintenant, ça existe. Sauf qu'on diminue. Mais je dis, c'est parce qu'aujourd'hui, on a un test. Dago Charles lui-même dit? Non, c'est parce que j'ai dit. J'ai dit à son époque. Non, mais c'est clair. Et comme il est en train de me sourire, je dis à son époque. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas les tests là. Moi, je ne sais pas. Mais c'est terrible. Pas où tu vois le J'ai posé une question à Jean-Claude. Penses-tu que Dago Charles a diminué son âge? Ben écoutez, bon. Je suis là. Je suis là. Non, Konaté Gamblé. Non, il n'a pas le droit. Je veux lui infliger un carton. Est-ce que tu as la Vous posez que c'est vous. Non, Konaté Gamblé. C'est moi qui ai le droit. C'est moi qui ai la parole. Non, ils sont tombés. Ok. Non, mais allez-y, rapidement, rapidement. voilà, tout à l'heure, je vais intervenir. Il n'y a pas la parole. Jeune président Philippe Oria. Voilà. Donc, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, heureusement, on a ce fameux test qui permet de faire des efforts pour réduire un peu, pour réduire un peu le phénomène. Moi, on ne peut même pas le réduire. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Sur les 20 qui restent là, si on pousse l'examen au niveau de la CAF, on va en retirer d'autres. Parce que très souvent, sur les compétitions, au plan local, on fait un examen, on en retire. Quand on arrive au niveau de la CAF, on fait notre examen, on en retire. Donc, c'est difficile, c'est vraiment un vrai problème. Mais c'est le système qui l'impose à nos pauvres joueurs, à nos pauvres dirigeants, à nos pauvres responsables. Et malheureusement, on le subit, c'est dommage. Et Dago Charles voudrait réagir rapidement sur la question. Dago. Non, c'est un vrai phénomène. Mais je pense que la solution, c'est ce qui a été proposé par Jean-Philippe Oria. C'est juste de dématérialiser aujourd'hui simplement les sous-préfectures, les centres de santé et autres. C'est ce qui se passe en Europe. Il n'y a rien d'autre. Dès l'instant où un enfant naît, tout de suite, 3 jours après la pièce est faite, et puis c'est dans l'ordinateur, c'est fini. Il ne peut plus jamais changer d'extrait de naissance. Et donc, c'est juste ça la solution. Mais malheureusement, il y a un fait qui est notable, qu'il faut souligner, c'est que Dieu nous a fait don d'une certaine morphologie, d'un certain physique, qui fait que nous arrivons à passer entre les mailles du filet. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'il y a des garçons qui ont... Physiquement, tu le vois, tu peux lui donner 8-9 ans. Ça, il faut le dire. Alors qu'en réalité, il a peut-être qu'il a 15 ans. Voilà. Et c'est pour ça qu'à l'époque, Jean-Marc Guihou, pour avoir participé à une conférence avec lui, utilisait la masse, on n'a pas dit le poids, des jeunes gens, pour pouvoir mieux les apprécier. Et non, il ne se fiait pas aux extraits de naissance, il se fiait plutôt à la masse de ces jeunes gens-là. Ça lui permettait de savoir si exactement l'enfant avait ceci ou cela. Et donc, la question de l'IRM, oui, ça se pose aujourd'hui. Hier, c'était le carbone 14, il y avait tout ça, mais les gens arrivaient toujours à passer entre les mailles des filets. Voilà, il y a certainement un qui joue avec son vrai âge, il s'agit de Marius Mouan Dilmadji, l'attaquant tchadien, qui comptabilise 14 buts et 2 passes décisives en 30. S'il est né en Europe, oui, on peut le certifier. Qu'est-ce que vous en savez? Que vous inspire ces performances, coach Kwadjouaj? Il est né au Tchad. Un attaquant tchadien qui évolue donc en Europe et qui a déjà donc 14 buts et 2 passes décisives en 33 matchs avec Samsunspor en Turquie. C'est une très grosse performance et de bonnes stats. Donc, je pense qu'il pourra réussir à devenir un très bon joueur pour l'avenir et qu'il continue sur ces performances-là. Mais je voulais savoir s'il est né au Tchad ou bien ici. Non, peu importe. Moi, c'est un garçon que je vois jouer. Oui. Ça, il faut le dire. Parce que depuis peu, je suis un peu le football tchadien pour être un peu très proche de certains dirigeants. C'est déjà bon pour le Tchad, parce qu'il faut reconnaître que depuis Jafet Ndoram, on n'a plus de grands footballeurs de ce côté-là, au point où, je crois, actuellement, il y a une vingtaine de jeunes Ivoiriens qui sont allés évoluer du côté du Tchad, qui sont en train de penser à changer la nationalité pour jouer pour l'équipe nationale du Tchad. Et donc, pour moi, c'est déjà une très bonne chose d'avoir un Tchadien, un buteur. Cela augure des lendemains meilleurs pour ce football tchadien-là. En tout cas, bravo. Et puis bon, espérons que voilà, elle puisse continuer de s'alancer. Pour aider surtout une équipe très modeste du Tchad. Oui. Quel talent peut aider donc Oui. Et comme l'a bien dit Dago Charles, ces derniers mois, sur la dernière année, le Tchad a réalisé quand même une performance assez intéressante, notamment avec l'arrivée de certains joueurs dont on pensait qu'ils étaient ivoiriens. Je dis dont on pensait parce qu'ils ont fait des déclarations où ils ont
ils ont révélé là-dedans qu'ils avaient un de leurs parents qui était tchadien. Donc voilà, et ces garçons-là, aujourd'hui, ont élevé le niveau de cette équipe nationale. Et quand on voit qu'en plus de cela, ils ont le meilleur buteur de l'Europa League qui est tchadien, il faudrait faire attention à cette sélection-là dans les années à venir. Maintenant, c'est aux dirigeants tchadiens de pouvoir trouver les bons entraîneurs, le bon sélectionneur qui va pouvoir permettre à ces garçons-là. Moi, je dis souvent, on ne veut pas l'équipe nationale ne fait pas forcément évoluer le jeu d'un athlète. Parce qu'on vient à l'équipe nationale en étant performant, mais ils doivent permettre à ces joueurs-là, avec leurs différentes qualités, de jouer ensemble et de produire quelque chose de potable pour qu'on puisse voir, pourquoi pas, le Tchad à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, vu qu'il y a un projet même d'augmentation du nombre d'équipes participantes de 24 à 28 qui peut être porté par la Confédération africaine de football. Donc, on espère simplement voir les Tchadiens à cette compétition-là. Parce que quand on a de bons attaquants comme ça, africains, c'est un peu un gâchis de ne pas les voir participer à ces compétitions-là. On a eu un peu un crève-cœur en voyant Georges Weah à l'époque de la CAN à 16, de prendre par cas, je crois, 2. C'est pas le même niveau. De prendre par cas 2 Coupes d'Afrique des Nations. Si, bon, on ne va pas revenir, on ne va pas refaire le passé. Si à cette époque, si à l'époque de Weah, c'était au moins 24 nations, je pense qu'on se serait délecté de sa grande classe pendant longtemps, pendant cette compétition. Bon, merci beaucoup. C'est pas le même niveau que Marius. Hein. Allez, merci beaucoup, Roger. C'est un autre niveau. Merci, Roger. On va progresser, on va avancer maintenant sur notre conducteur. On passe certainement à l'actu qui est très attendue. Je rappelle donc la question LGT. Je vous rappelle la question LGT. Éléphant, y a-t-il vraiment un problème d'avance-centre? On va profiter également pour ouvrir le téléphone et rappeler le numéro de téléphone, bien sûr, 27 21 59 93 99. Je reprends, 27 21 59 93 99. Et tous ceux qui vont donc nous joindre auront la possibilité, sinon que la RTI vous offrira un ticket d'entrée donc ce samedi 14 mars du côté du stade Félix-Auboigny à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue féminine, bien sûr, qui va opposer le Paris Saint-Germain et bien sûr l'Olympique de Lyon, qui sont les deux meilleures équipes françaises en ce moment. Allez, on passe à l'actu. Le téléphone est ouvert, vous pouvez également réagir sur la page donc, Facebook, on va dire, de la 3, parce que la question a été posée depuis quelques heures, bien sûr. Vainqueur de la CAN 2023, la sélection ivoirienne a terminé finaliste de la CAN 2025 au Maroc et s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, bien sûr. Dans ces rangs, on retrouve Sébastien Haller, Jean-Philippe Crasso, Bayo Vakoum, Evan Guessin et Karim Konaté. Alors, les éléphants ont-ils vraiment un problème d'avance-centre? On ouvre le débat après ce sujet qui nous est proposé par la rédaction. Club de première ligue, avec toute cette palette d'internationaux et de binationaux, les éléphants ont-ils vraiment un problème d'avant-centre? Éléphants de Côte d'Ivoire, les éléphants ont-ils vraiment un problème d'avant-centre? Avant de lancer la discussion, je vous propose de regarder les performances des avant-centres ivoiriens, bien sûr, avec les clubs. Cette saison, des statistiques qui vont s'afficher dans quelques instants, avant donc de passer. Voilà, Roger Stéphane. On va voir ça sur le fameux numéro 9 des éléphants qui pose problème. Je vois Sébastien Haller, qui évolue du côté de Utrecht. C'est 35 matchs pour 11 buts. Ses performances actuelles avec son club cette saison, 24 matchs, 18 titularisations, 1248 minutes de jeu, 1 but et 3 passes décisives. Il a un carton jaune. Voilà donc les chiffres de Sébastien Haller, qui pour l'instant est peut-être la vedette sur le front de l'attaque des éléphants. Ensuite, on a Jean-Philippe Crasso, qui évolue du côté de Paris FC au niveau de la Ligue 1 française. 28 sélections, 9 buts. Ses performances avec l'équipe de Paris FC cette saison, c'est 24 matchs disputés, 11 titularisations, 1136 minutes. Il a inscrit 2 buts seulement depuis le début de la saison et 2 passes décisives. Ce n'est pas fameux pour Jean-Philippe Crasso du côté de Paris FC. On poursuit la liste de ses attaquants avec Bayo Vakoun, qui avait porté beaucoup d'espoir. L'avant-centre de Udinese du côté de l'Italie. C'est 12 sélections, 3 buts cette année avec son club d'Udinese. C'est 14 matchs disputés, 4 titularisations seulement, 443 minutes, c'est pas beaucoup. Aucun but inscrit, une seule passe décisive pour Bayo Vakoun, qui avait un peu déçu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. On arrive à Evan Guessin, qui a quitté Nice pour Crystal Palace. Avec la sélection, c'est 19 matchs, 3 buts. Cette saison avec Aston Villa, c'est 27 matchs, 15 titularisations, 1402 minutes, c'est 4 buts inscrits, 2 passes décisives, 1 carton jaune. Bon, on va dire c'est pas mal, même si on pense qu'il peut faire mieux avec l'équipe de Crystal Palace. Konaté Karim, on a des nouvelles enfin de Konaté Karim, qui évolue du côté de Salzbourg.
Sur la sélection, c'est 19 sélections pour 2 buts. Avec son club cette saison, c'est 11 matchs disputés, 7 titularisations, 496 minutes. Précisons qu'il a été blessé longtemps. Il a 5 buts. Il commence à revenir à son meilleur niveau avec un carton jaune pour Konaté Karim, l'ancienne star de l'ASEC Mimosa. Richard Koné, dont on dit également beaucoup de bien, il évolue du côté de Queen Park Rangers. Une seule sélection, 0 but. Cette année, il a disputé 35 matchs avec son club, 27 titularisations, c'est pas mal. 2387 minutes. Il a inscrit 3 buts, 5 passes décisives et 4 cartons jaunes. Autrement, c'est un garçon qui se bat sur le terrain. Enfin bref, voilà pour Richard Koné. Pour la suite, les probables renforts avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On attend de voir la liste de Faye MS. Yohan Boni de l'Inter de Milan, il a 22 ans. Eli Kroupi Junior, dont le père parle beaucoup en ce moment, il a 19 ans. Eli Wahi, il évolue à Nice, il a 23 ans. Et Michel Boni de Brentford, 17 ans. C'est un garçon dont on dit le plus grand bien. Mais on attend de voir la suite des événements sur les probables renforts de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci infiniment, Roger Stéphane. On lisait, donc on voyait à présent les statistiques relatives au comportement des attaquants ivoiriens, les avanceurs ivoiriens évoluant dans leurs clubs respectifs. Je rappelle que le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous joindre donc au 27 21 59 93 99 et tous ceux qui vont réussir donc, à intervenir, tous ceux qui vont nous joindre, auront des tickets d'accès au stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi 14 mars à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, bien sûr, entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Et c'est une affiche qui est à suivre, bien sûr, sur la 3, en exclusivité sur la 3. Et la RTI fera la captation et la diffusion du signal au monde entier. Alors, messieurs, à vos Panonceau, bien sûr, Oria. Il est en train de réfléchir, il regarde d'abord la position des autres. Alors dites-nous, y a-t-il vraiment un problème d'avancement au sein de la sélection ivoirienne? Roger dit oui, Jean-Philippe Oria, oui également. Tout le monde dit oui finalement. Dagochal, coach Kouadio Georges, oui. Je vais donc commencer par le coach Kouadio Georges. Coach Kouadio Georges, est-ce que vous pouvez augmenter votre... Pourquoi vous avez dit oui? J'ai dit oui parce que quand nous regardons les stats, il n'y a aucun joueur, aucun avant-centre qui a marqué plus de 6 buts. Il y en a que 5, 4. En club. Et puis, en club, hein, je parle bien en club. Mais il faut être performant en club avant de le prouver en sélection. Et quand un joueur ne performe pas en club, comment peut-il apporter en sélection? Parce que le coach lui-même, Faye, a dit qu'il prendrait que les joueurs qui performent en club. Mais voilà que nos gars, ici, ne performent pas du tout en club. Parce que vous avez 5 buts pour 20 matchs joués, vous avez 3 buts, il y a certains même qui ont 0 but, qui sont attaquants. C'est difficile, c'est difficile. Donc, pour moi, je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des jeunes qui arrivent, tels que les Boni Michel, à 17 ans, il marque près de 15 buts à Brentford. Avec les jeunes de 21 ans, déjà, c'est déjà pas mal. Il faut que le sélectionneur jette un coup d'œil vers là-bas. Mais je n'ai pas dit d'aller prendre les jeunes de 17 ans qui n'ont pas d'expérience, mais quand même, ils performent là-bas. Oui, la Côte d'Ivoire a un problème d'avant-centre. C'est ce que pense également Jean-Philippe Oria. Oui, j'ai levé les yeux vers les cieux parce que je me suis remémoré un peu. J'ai essayé de rechercher à travers le sujet. Dans ma mémoire, si la Côte d'Ivoire avait eu constamment de très grands neufs. Quand on regarde, quand je parle de très grands neufs, des neufs qui en club marquaient beaucoup de buts et en équipe nationale étaient très performants, dont on sentait l'impact dans le jeu. Je ne peux pas tous les citer parce qu'à divers moments de la vie du football ivoirien, la Côte d'Ivoire en a connu, en partant de Laurent Pokou, en passant par Didier Drogba. Et sous la génération Didier Drogba, je pense que c'est l'une des fois où la Côte d'Ivoire avait véritablement un problème de riche à ce poste de neuf. Parce qu'on avait Didier, on avait Aruna Koné, on avait Baki Koné, on avait Cissé Sekou, on avait Traoré Kandia. C'est-à-dire que quand on s'asseyait pour regarder les résumés des matchs en Europe, on voyait pratiquement chaque week-end nos attaquants, nos neufs, performer dans leur club. C'était des garçons qui terminaient les saisons avec en moyenne 12 buts, 13, voire 15 buts par saison.
Et aujourd'hui, quand on regarde un peu du côté de la Côte d'Ivoire, sur les 3 ou 4 dernières saisons, le dernier attaquant ivoirien à avoir véritablement performé, c'est-à-dire marqué plus de 20 buts, c'était Sébastien Haller dans son épopée avec l'Ajax d'Amsterdam. Très bien, alors on va vous permettre de poursuivre, mais on a M. Obou qui patiente, donc au bout du téléphone depuis quelques mois. M. Obou, bonsoir, vous nous appelez de Yopougon. Oui, bonsoir monsieur. Dites-nous, la question LGT ce soir, c'est est-ce que les éléphants des Côte d'Ivoire ont un problème d'avant-centre? Oui, effectivement, ils ont un problème sérieux. Nous avons vu ça à la CAN parce que, sincèrement, on a essayé Vaïvakoun, ça n'a pas marché. Et avec Nguesson, aussi, ça n'a pas trop marché. Je crois que peut-être avec Yohan Bounou, je ne sais pas comment il s'appelle là, qu'on peut essayer, que vraiment on doit renforcer. Voilà un peu mon point de vue. Merci infiniment, M. Obou. Vous aimez le football féminin, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Très bien. La RT vous offre un ticket d'accès au stade Félix Houphouët ce samedi 14 mars à l'occasion de la grande finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Merci, merci. Vous pouvez passer récupérer votre ticket, bien sûr, à la RTI. Merci infiniment, M. Obou. Allez, Jean-Philippe Boria. Donc, comme je le disais, je parlais déjà de leurs statistiques en club, ce qui faisait que quand ils venaient en équipe nationale, il y avait également ce côté de crainte qu'ils inspiraient aux différents adversaires. Parce que quand vous êtes l'entraîneur d'une autre équipe, que vous savez que la Côte d'Ivoire vient jouer contre vous, vous avez Didier Drogba, que même s'il est un petit bobo, c'est Harouna Koné qui va jouer ou bien Baki Koné, je pense que tous les adversaires de la Côte d'Ivoire se tiraient un peu les cheveux pour essayer de trouver la solution au problème. Ce qu'on attend d'un neuf, d'abord, c'est de pouvoir finaliser les offensives qui sont portées par surtout les ailiers, parce que la Côte d'Ivoire, moi je le dis, c'est qu'on a de constant, ce sont les ailiers. Que la défense soit bonne, que le milieu soit mauvais, que l'attaque soit mauvaise, qu'on ait un mauvais gardien, la Côte d'Ivoire a toujours de bons ailiers. Donc on attend toujours des neufs, quelqu'un qui soit capable de pouvoir, dans sa disponibilité, terminer les occasions, être présent, attirer le maximum d'adversaires pour libérer les côtés, pour que nos ailiers forts puissent pénétrer et puis se créer également un maximum d'occasions. Et c'est ce qui manque. Nos neufs peuvent ne pas être performants dans leur club. Ils peuvent même ne pas marquer des buts. Mais ils doivent être capables de jouer avec ceux qui sont autour d'eux, créer des solutions, créer des ouvertures pour eux. Et c'est ce qui manque énormément au jeu des éléphants. Et ce qui a contraint Faye Mess à pratiquement tous les utiliser pendant la compétition en espérant trouver un qui allait pouvoir faire la jonction avec ceux qui sont sur les côtés et qui aussi être performants. Donc, le véritable problème pour moi, au-delà même de l'aspect statistique, du fait que ces garçons-là soient aujourd'hui dans une sorte d'incapacité de pouvoir enchaîner les performances en marquant les buts, c'est, je ne vais pas dire leur incapacité, ce serait méchant, c'est leur difficulté à pouvoir, en équipe nationale, jouer ce neuf comme il a attendu, parce que le neuf de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est un neuf particulier. Ça ne s'improvise pas. La Côte d'Ivoire a une manière de jouer. Et quand tu as un neuf qui adopte cette manière de jouer-là, tu peux t'y installer pendant de nombreuses années. Et c'est ce qu'on n'a pas malheureusement, à part Sébastien Haller, jusqu'à aujourd'hui. Merci infiniment, Jean-Philippe Oria. J'ai vu Dago Charles vous regarder, suivre ce que vous avez dit. Parce que lui, il est avant-centre. Révélé au stade d'Abidjan. Et puis, c'est surtout à l'Africa Sport d'Abidjan que vous avez confirmé cet immense talent. Vous avez joué également au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, on parle des avant-centres. Pourquoi vous avez dit oui, la Côte d'Ivoire a un problème d'avant-centre? Oui, c'est vrai que Oria tout à l'heure a essayé de ressasser le passé, passant par Pokou, Abdoulaye Traoré, Akoupo, Chose-Younas, Dali Benoît. Les avant-centres, effectivement, ça foisonnait. Et il n'a pas suivi Dago Charles. Il faut dire non, mais moi je n'étais pas un avant-centre, je jouais plutôt un attaquant de soutien. Très bien. C'est en Africa après que le coach Yo Martial a essayé de positionner en avant-centre avec les encouragements de Kouadio Georges, Lama Bamba, Bonketia et autres. Et puis bon, en tant qu'avant-centre, je me suis retrouvé à Lokeren. Mais sinon, il faut de reconnaître quand même que hier, nous avions véritablement des avant-centres. De tout genre, en tout cas de toutes sortes. Avec Abdoulaye n'est pas là, on sait qu'on avait Thierry Joël qui pouvait jouer dos au but, on pouvait jouer dans n'importe quelle circonstance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis plus ou moins le retrait, je peux appeler ça plus ou moins le retrait de Sébastien Haller. Mais au-delà de l'avant-centre que nous n'avons plus, parce que tous ceux que vous avez cités là, tous ceux qui sont passés, moi je me gêne de ne pas avoir vu ce garçon, Souleymane,
qui est meilleur buteur du championnat ivoirien. C'est aussi des avant-centres dont l'équipe nationale a besoin. Ouais, donc les meilleurs buteurs du championnat ivoirien doivent aussi figurer dans la liste qu'on présente. Ça, c'est important. Pour moi, c'est très important. Parce que là, si on regarde, on fait les comparatifs par rapport au 10 de Kouadio Georges, je ne vois pas pourquoi Suleiman n'est pas là-bas et des garçons qui jouent 45 matchs, 0 but, aucune part décisive, surtout dans cette liste-là que nous faisons. Et donc, pour moi, ces garçons doivent être là. Soit celui du Stade d'Abidjan, San Pedro, de la SEC Mimouza. La SEC Mimouza, on a deux buteurs que je suis, qui sont vraiment de très bons buteurs. Donc, pour moi, qui devaient être dans cette liste-là. Mais au-delà de cela, regardons les qualités individuelles de nos différents avant-centres. D'accord, Charles, on va vous donner la permission. Il y a notre ami Robert qui appelle de Yopougon, qui patiente au bout du téléphone depuis quelques instants. Monsieur Robert, bonsoir. Monsieur Dali Omer. Monsieur Dali Omer, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Merci, ça va, merci infiniment. Alors, dites-moi. Je salue tout le monde, Bonsoir. Surtout le coach Kouadio Georges. Bonsoir. J'étais au CME Benjamin, il peut se rappeler. Bon, concernant la question, oui, monsieur Dali Omer. Vous avez cité les anciens attaquants comme les Didier Drogba, les Laurent Pokou. Mais Laurent Pokou, il pouvait partir lui seul du centre, dribbler toute une défense partie. Mais après ça, les Didier Drogba qui sont arrivés, ce n'étaient pas de grands dribbleurs, mais ils avaient des ailiers et des milieux qui débordaient et qui ressortaient les balles et les Didier Drogba marquaient. Ce n'est pas un bon finisseur. Mais aujourd'hui, qui est-ce qu'on a au milieu qui peut faire ce travail? Il n'y a personne. Donc, parlons aussi du milieu. C'est le milieu qui fait l'attaquant, l'avant-centre. Mais à droite, il y a qui? À gauche, au milieu, il y a qui? Il n'y en a pas. Excusez-moi du terme, je crois que tout le monde se débrouille. Les Haruna Dembélé, il n'était pas un neuf nominatif. Il était du côté de l'ailier gauche. Donc, il fait les débordements. Quand il ressort, il y a Baki Koné qui met. Ou bien, il y a Didier Drogba qui est là. Au milieu, il y a Yaya Touré qui était là. Et à droite, ici, nous avions les Karou Bonaventure et tout cela. Mais aujourd'hui, nous n'en avons pas. Donc, Alain, ce n'est pas un bon dribbleur. Les Crasso et autres, ce ne sont pas des finisseurs. C'est des gens, sur des retraits, ils peuvent marquer, à la tête, ils peuvent marquer. Mais s'ils n'ont pas ces balles-là, ils n'ont pas ces finisseurs-là, ils ne peuvent pas. Personne ne peut dribbler 3-4 jours aujourd'hui pour aller marquer. C'était le cas de Laurent Pokou, de Thierry Joël et tout cela. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'on cherche bien avant-centre. Même si on ramène tout de suite Laurent Pokou père à son âme, il ne pourra rien faire. Parce qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de milieu. Donc, moi, je pense que ce côté-là, il faut le revoir aussi. Sinon, Allaire, il peut bien marquer, mais s'il ne reçoit pas de balles, on peut faire 5-10 minutes sans que l'avant-centre ne reçoive de balles. Comment est-ce qu'il va performer? Il ne peut pas. C'est ça le problème. C'est ce que je voulais souligner. Merci infiniment, M. Omer. Et bonne émission. Merci infiniment, M. Omer. Merci pour tout. Et la RT vous offre également un ticket d'accès. Vous êtes là? Au stade Félix Auboigny, ce samedi 14 mars, bien sûr. Vous aimez le football féminin? Oui, j'aime tout. Très bien. La RT vous offre un ticket d'accès au stade Félix Auboigny, ce samedi 14 mars. OK. Merci, M. Omer. Excellente soirée du côté de Yopougon. Oui, M. Dagoche. Je pense qu'il rapidement, il a abondé dans mon sens. Je voulais relever ce fait-là. C'est vrai que Faye MS a essayé d'interchanger beaucoup d'avancentes en équipe nationale. Mais force est de reconnaître une chose. Aujourd'hui, ces fournisseurs de ballons aux avant-centres en Côte d'Ivoire, il n'y en a plus. Il n'y a pas ce milieu de terrain qui peut donner le ballon entre les intervalles pour que l'avant-centre... On puisse dire, si tu manques ça, tu ne vaux rien. Excusez-moi de l'expression. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On place Amad Diallo à droite. On lui demande d'envelopper les ballons pour qu'il soit buteur. On place Yann Diomandé Odieu à gauche. On lui demande, alors qu'il est droitier, d'envelopper pour pouvoir marquer des buts. Donc, la façon de jouer des Ivoiriens, depuis peu, n'est pas une façon de mettre les attaquants en exergue. Ça, il faut le souligner. Parce que même Sébastien Haller a souffert d'absence de ballon dans la boîte, dans la surface de réparation. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de véritable avant-centre nominaux en termes de valeur intrinsèque techniquement doués, c'est vrai, qui remplit toutes les palettes. Mais force est de reconnaître aussi que les pouvoirs de ballon d'avant-centre en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous n'en avons plus. Nous avons des joueurs comme Pépé, Amad Diallo, qui jouent pour eux. Parce que tout ce qu'ils font, ils marquent des buts pour eux-mêmes. Et à ce niveau, je pense qu'on doit pouvoir avoir la lucidité de regarder les choses en face et dire au coach
de revoir ce côté-là, ce mauvais côté de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants ont-ils vraiment un problème d'avant-centre? Dagochal a dit oui. Coach Kouadio Georges a également dit oui. On a écouté Jean-Philippe Oria qui a dit oui, qui a, on va dire, argumenté. Il reste désormais Roger Stéphane qui a également dit oui, qu'on va écouter maintenant. Bon, ben, ils ont fait le tour de la question. Je voudrais moi rendre un hommage parce que Jean-Philippe, il parle de beaucoup à Didier Drogba. Mais il ne faut pas qu'il oublie les autres. Hein. Il y a eu Aboulaye Traoré. Il y a eu Thierry Joël, Ahmed Ouattara. Donc il faut rendre hommage à tous ceux-là qui ont été, à une certaine époque de l'histoire de notre football, des avant-centres de très grande qualité et qui ont porté les éléphants de Côte d'Ivoire. Je voulais rendre hommage à restituer l'histoire. Au passage, maman salue Ahmed Ouattara qui a perdu son père il n'y a pas longtemps. On lui fait un coucou. Alors, donc, oui, on avait ça par le passé, on n'a plus, et c'est un crève-cœur pour nous. Moi, l'élément vidéo a repris mes arguments. Le seul qui avait le bon profil, c'était Sébastien Haller. C'était vraiment lui. Quand on a fini à Drogba, on a tergiversé un peu à Jonathan Nkodia et autres, on a vu Haller, c'était lui. Il était un top niveau à l'Ajax, il titillait bien Benzema et Lewandowski, il était là. Mais malheureusement, il n'était pas dans la durée. Il n'est pas dans la durée, il n'est pas constant, il n'est pas régulier. Mais après lui, tous les autres n'ont pas l'épaule pour porter cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Aucun n'a pris cette responsabilité, aucun n'a pris cette place, aucun n'a été patron pour porter cette équipe des éléphants. Kwame Christian, Konaté Karim, Krasso, Lad, Vakoum, Evan, tous ces garçons ont été essayés au poste d'avancement des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas réussi. C'est un peu dommage. Avant la CAN, sur les éliminatoires, c'était le secteur qui nous inquiétait le plus. Ouais. Parce qu'on ne marquait pas beaucoup de buts. La seule équipe contre laquelle on a été prolifique, c'était l'équipe des Seychelles. Je crois qu'on a fait 9-0, mais c'était les Seychelles. Mais en dehors de ça, c'était 1-0, etc., etc. On était vraiment inquiets de notre attaque avant d'aller à la CAN, ce qui n'était pas le cas pour les autres secteurs de jeu. L'autre élément, c'est que si on regarde les chiffres, les derniers chiffres avant la CAN, les meilleurs buteurs des éléphants étaient des milieux de terrain. Je crois que c'était Sangaré Ibrahim et Franck Kessié qui étaient les meilleurs buteurs des éléphants. Et nos avant-centres, non, ils ne servaient à rien. Donc, c'est un vrai problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé, moi, avec cette affaire d'avant-centre qu'on n'a plus, mais on n'en a plus. On en a utilisé beaucoup. Et le grand drame, d'ailleurs, qu'on a eu sur la dernière CAN, c'est que Faye Metz était obligé de jouer Wilfried Zaha en avant-centre. Sur leur première sortie, Wilfried Zaha en avant-centre, c'était la catastrophe qui voulait tout simplement dire que ceux que j'avais là n'avaient pas le coffre, n'avaient pas l'épaule pour porter cette équipe des éléphants. On a mis un ailier qui est Zaha, qui s'est débrouillé comme il a pu. Il n'a pas fait grand-chose. Après, Bayo Vakoun est arrivé sur 2 face à face. Il loupe l'occasion. Evan Guessa a mis un but à l'arraché. Mais c'est un vrai problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette équipe des éléphants. Mais on n'a pas de grands avancées. Est-ce que c'est le profit de nos ailiers qui tue nos avancantes? Parce que l'aîné Dago Charana parlait plus un autre. Je suis d'accord qu'on n'a plus le profit de Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, l'ailier, c'est le débordement, le centre en retrait. On n'a plus Kwasindri à l'Africa, ailier, centre de débordement, Begré Yago et autres, Siedona l'Olivier. On les a plus. Mais quand même, en club, les garçons qu'on a en club, ils font ce job. Amad Diallo, il est passeur. Yann Diomandé, il est passeur, etc., etc. Alors pourquoi ils ne réussissent pas ça avec la sélection nationale? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Je n'en sais rien. Mais avec la sélection, ils ne réussissent pas. Pourtant, en club, c'est leur profil. Donc sur les couloirs, on est bien fourni, on n'a aucun problème. Mais dans l'axe, on a un problème. Qu'est-ce qui fait ça? Moi, je ne veux pas m'intéresser aux garçons sur les performances avec les clubs. Je m'intéresse à la question des éléphants. Pourquoi, dans ce poste des éléphants, on n'a pas ces avancements qu'on avait avant? Est-ce que c'est eux qui n'ont pas l'épaule, le profil, la carrure, qui ne l'ont pas, ou alors ce sont leurs garçons sur les ailes qui n'ont pas cette complémentarité? Bon, c'est une réflexion à mener, mais le constat, il est clair et il est net. Sur le poste des avant-centres, oui, il y a un problème avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Très bien, on a M. Kapaou, j'espère que je prononce correctement, qui nous appelle des Fakobli. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Très bien. Alors, dites-nous, est-ce que les éléphants ont véritablement un problème d'avant-centre selon vous? Moi, personnellement, je vais vous surprendre. Hein. Ah oui? Je dis que les éléphants, les joueurs qu'on a actuellement, on peut avoir des bons avancants. Parce que la manière de jouer actuellement, tu as un ailier gauche que tu transformes en ailier droit pour que lui puisse marquer. Mais quand tes ailiers, tu demandes à tes ailiers de marquer, ça veut dire qu'il ne doit plus servir ton avancant. C'est ce que ça veut dire. Nos avancants sont très bons de la tête. Mais s'ils ne reçoivent pas de centre,
Ils vont marquer comment? Mais voilà, Bayo Vakou peut être bon, très bon de la tête, bon techniquement. Mais s'il ne reçoit pas de balles de la tête, il peut jouer comment? Il ne peut pas. On a souhaité, nos encadreurs actuels, que ce soit en Afrique, en Europe, l'ailier gauche, on le met à droite, pour qu'il puisse marquer lui-même. L'ailier droit, on le met à gauche, pour qu'il puisse marquer lui-même. Mais là-bas, ça, il est là pourquoi? Quand on change, vous allez voir, celui qui est ailier gauche, il va centrer régulièrement là-bas dans la boîte. Vous allez voir ceux qui vont marquer, les avanceurs vont marquer. Très bien. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, monsieur Pafaou. Vous êtes là? Bon. Là. Très bien. Alors, la RT vous offre un ticket d'accès au stade Félix Soboin ce samedi 14 mars. Fakobli n'est pas trop loin d'Abidjan, non? Non. Fakobli est très loin d'Abidjan. Ah, très loin d'Abidjan. C'est à 600 km d'Abidjan. Bon, de toute façon, nous, on a un ticket pour vous ici à la RTI. Si vous pouvez venir la veille, le samedi 13 mars. Mais moi, je peux désigner quelqu'un qui peut aller prendre. Très bien, ça marche. Ça marche? Merci beaucoup. Ok. Et salutations à tous les parents de Fakobli. Ah, tu veux parler Allez, sur la question LGT, le public sportif ivoirien s'est également prononcé, messieurs. On écoute le public sportif ivoirien qui s'est prononcé sur la question LGT. Bon, actuellement, on n'a plus de bons avant-centres. Après Didier Drogba, on n'a pas eu un bon avant-centre. Mais on a Sébastien Lemain. Malheureusement, à cause de sa blessure, il n'est pas au top actuellement. Mais on a un problème aussi de milieu de terrain. Voilà, ce sont les milieux de terrain qui font les avant-centres. S'il n'y a pas de bon milieu de terrain pour donner ballon aux avant-centres, on ne peut pas marquer. Autant il y avait Yaya Touré qui balançait à Didier Drogba, c'est pour ça que Didier Drogba était un bon attaquant. Mais pour le moment, il n'y a pas un bon milieu de terrain aussi. Oui, il y a un problème aujourd'hui, là. Nous ne trouvons plus des attaquants véloces comme au temps de Drogba, des autres, Abla Traoré, puisqu'aujourd'hui, au niveau du milieu de terrain de Côte d'Ivoire, il y a la bataille de football est vraiment très lent. Et c'est le milieu qui doit alimenter l'attaque pour pouvoir marquer. Et il faut des attaquants véloces, comme je le disais, avec des gens comme Drogba, Abla Traoré qui ont fait leur temps. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Il faut reconnaître qu'au niveau de l'attaque de l'équipe de Côte d'Ivoire, il y a vraiment un problème. Pour l'équipe de Côte d'Ivoire, actuellement, oui, il y a un problème. Depuis, on a perdu Didier Drogba. Bon, on n'a pas encore un bon attaquant fixe qui peut nous faire marquer, qui peut nous faire de la joie, quoi. Bon, en tout cas, après Didier Drogba, on avait eu un qui était Sébastien Haller. Malgré de lui, sa blessure et puis son manque de jeu, bon, ça fait qu'actuellement, on n'a pas un attaquant qui est un peu bon, qui dit non, il va faire le travail actuellement. Nous avons des talents. Si on travaille physiquement, en tout cas, les avant-centres, ils sont hors pair, ils sont opérationnels. Mais seulement, il manque un peu de préparation physique. On écoutait à présent la réaction du public sportif ivoirien sur la question LGT, bien sûr. Il faut le rappeler, si la Côte d'Ivoire, on s'est posé la question de savoir si la Côte d'Ivoire a un problème d'avant-centre. Jean-Philippe Boria, je sais que le débat continue toujours. On a beaucoup d'ailiers aujourd'hui, mais pourquoi on a du mal à trouver... J'ai écouté les arguments des uns et des autres et je trouve que c'est, pour ma part, trop facile d'accuser les ailiers tout simplement d'être la raison, les ailiers ou les milieux d'être la raison de la non-performance du non-neuf. Non, c'est pas ce que nous avons dit. Vous allez parler, je suis en train d'argumenter. Oui, allez-y. Je n'ai pas dit parler de vous, il y a eu beaucoup d'intervenants. Je n'ai pas pointé mon doigt sur quelqu'un. Donc je le dis clairement parce que c'est un argument qui est revenu. Des intervenants disent non, il n'y a plus de passeurs, il n'y a plus de joueurs qui ont fait la passe. On a gagné 2 CAN ces dernières années. Avec quel type de milieu de terrain? C'est le même format de milieu. Pourtant, on a remporté des CAN. Les 2 CAN qu'on gagne, nos attaquants, combien d'attaquants de la Côte d'Ivoire sur les derniers CAN ont pu inscrire plus de 4 buts en une phase finale de la CAN? Donc, moi, je vois des joueurs qui ne sont pas performants en club. On ne va pas me faire croire que leurs non-performances en club sont liées aussi au fait que là-bas, il n'y a pas de bon milieu là-bas. Donc, le seul problème de ces joueurs, c'est leur capacité à pouvoir surtout, il faut mettre, comme on appelle, la main dans le plat, à pouvoir surtout savoir jouer sans le ballon, faire les bons appels. Ce sont des attaquants statiques qui ne bougent pas. Merci beaucoup. Allez, pour votre plaisir, voici quelques-uns des plus beaux buts inscrits par les avant-centres ivoiriens, bien sûr, sous les couleurs des éléphants. Alain, de voir ces belles réalisations des avant-centres ivoiriens. Alors, Dagochal, rapidement, je vous ai vu sourire en regardant. Pourquoi la Côte d'Ivoire produit-elle beaucoup plus d'ailiers que d'avant-centres selon vous? Rapidement.
Ah non, non, on produit des avancées, sauf que ils sont pas, tout est périodique. Hein. Ils ne sont pas efficaces. Voilà, ce sont les 10 dernières années, on n'en a pas encore trouvé, mais je suis convaincu que 2 ou 3 vont se révéler dans les années à venir. Mais question est liée, force est de reconnaître quand même que, voilà, nous avons une façon de jouer, nous les Ivoiriens, tripoter beaucoup le ballon, ce qui fait que lorsque tu arrives en professionnel, c'est les endroits où les entraîneurs nous envoient. Puisque là-bas, c'est les duels, c'est les 1 contre 1. C'est là-bas que tu t'exprimes un peu mieux. Merci Dagochal. Coach Kwadjo Georges, votre mot de fin sur la question? Je pense que c'est un problème très, très délicat parce que depuis près d'une dizaine d'années, j'ai dit une dizaine, près de 5 à 6 ans, on n'a pas ces joueurs-là de calibre qui font la différence. Mais on a eu des joueurs, des attaquants de rupture comme Didier Drogba. Ici, lui seul pouvait embarquer 4 défenseurs, aller marquer. Aujourd'hui, on n'a pas ce genre de joueurs-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Votre dernier mot rapidement. Non, c'est-à-dire que Jean-Philippe me donne sur un point. Oui, Pepe et Max Alain Gradel n'étaient pas des passeurs. Ils n'alimentaient pas l'avant-centre. Le seul qui l'a réussi, c'est Adengra. Quand Adengra alimentait Alain était performant à la Coupe d'Afrique. Donc l'avant-centre, oui, évidemment, il compte également sur son ailier. Maintenant où je le rejoins, les avant-centres qu'on a aujourd'hui ne sont pas comme George Weah, capables de venir chercher le ballon, faire la différence et marquer. C'est un peu dommage qu'on en souffre en ce moment. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on est tous d'accord. Ça veut dire qu'on est tous d'accord. Nous sommes unanimes sur ce plateau que la Côte d'Ivoire a un problème d'avancement, n'est-ce pas? Donc on pourrait prendre ceux de la SEC. Hein? Merci infiniment, coach. Je vais s'arrêter là ce soir. Dagochal, merci. Merci Gamblé. Merci Jean-Philippe Olia. Merci Roger Stéphane. À demain. Merci surtout à Madame pas Kadi Sanogo. Madame Kadi Sanogo était remplacée aujourd'hui, bien sûr, par M. Tou Alpha Koné et son équipe qui ont réalisé cette antenne. Merci également à Magloire Diop, notre responsable éditorial, qui nous a aidé à préparer également cette antenne. Merci à vous, mesdames et messieurs, amis sortis d'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain pour un autre moment de sport, bien sûr, sur la 3 à partir de 20h30, bien sûr. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.